Bonsoir à cette table ronde des 50 ans de MSF. Je m'appelle Bertrand Tête, je suis professeur d'histoire à l'Université de Manchester, un collègue de plusieurs d'entre vous en fait, et je suis très heureux d'animer cette soirée. Ça fait un peu plus de 22 ans que je suis, pour utiliser l'expression communiste, un compagnon de route de MSF et membre du conseil scientifique du CRASH, qui fait partie d'IMSF et qui a organisé cette table ronde. Alors 50 ans, c'est une date où les hommes de plus de 50 ans vont réfléchir à ce que 50 ans a représenté au niveau de leur physique. C'est assez, pour reprendre l'expression d'Alain Souchon, on ne peut plus compter sur l'élasticité du tissu. On sent que les choses peuvent être s'embourgeoisent, s'épaississent. C'est un moment de réflexion donc sur la nature de soi, sur la forme de soi. Et cette table ronde qui a été organisée par Elbar Amoni et Sabrina Djebari, que je remercie, et maintenant, est une grande occasion pour nous de discuter et de repartir dans le temps, de faire une sorte de voyage un peu critique dans l'histoire d'MSF. Nous allons donc commencer, si vous voulez, par le présent. Mégo Terzian, le président de MSF France, a la gentillesse de nous faire une introduction dans une minute. Ensuite, Isabelle de Fourny va parler, si vous voulez, du MSF d'aujourd'hui, très différent de celui des fondations et même des années 90 ou les années 2000. Et Isabelle a commencé en 1999 avec MSF au Yémen, et puis après 5 années au Yémen, elle a passé 7 ans dans le département des opérations, en Érythrée, au Burundi, au Libéria, au Darfour, au Tchad. Elle a ensuite été une des cofondatrices d'Alima, à Dakar, en 2011, et en 2015 a rejoint MSF comme DIROP, la directrice des opérations. Ensuite, nous aurons un collègue et ami, un universitaire, Peter Redfield, qui a travaillé pendant de longues années à l'université de North Carolina et qui maintenant est professeur à l'université de South California, où il a la chaire Herburu en Ethics, Globalization and Development. He's the author of Life in Crisis, The Ethical Journey of Doctors Without Borders. Il continue à travailler sur MSF alors qu'il avait pensé commencer un petit projet, et c'est en fait une œuvre qui lui prend bien des années. Comme beaucoup d'entre nous, devenir compagnon de route est en soi un chemin. Eleanor Davey, qui a travaillé au Humanitarian HPG après son doctorat à l'Université de Londres, avant de rejoindre le Humanitarian Conflict Response Institute du HCRI, donc de Manchester, où je travaille, et après pour travailler dans différents comités scientifiques, dont celui de la Fondation de la Croix-Rouge, et elle a maintenant quitté l'Université de Manchester, et elle travaille pour le Humanitarian Advisory Group. Elle a publié un livre qui a gagné un prix important, puisque c'est un prix qui sera décerné demain dans cette conférence, le prix de la Fondation de la Croix-Rouge, Idealism Without Borders, The French Revolutionary Left and the Rise of Humanitarianism, 1954-1998. Enfin, Ronnie Broman, qui est à la fois un ami, un mentor, une inspiration pour beaucoup d'entre nous, qui a été le président de MSF entre 1982 et 1994, qui travaille toujours au CRASH, donc le CRASH, ce centre de recherche dans les pratiques humanitaires, enfin, ce n'est pas un centre de recherche, de réflexion, excusez-moi. Il a enseigné à Sciences Po et en fait il était un des cofondateurs de l'Institut de Manchester où nous avons tous les deux travaillé pendant bien des années, et il a écrit un nombre de livres et d'ouvrages très conséquents que vous connaissez sans doute tous, notamment les plus récents, Guerres humanitaires, Médecine humanitaire en 2010, Pensée dans l'urgence et l'un de mes préférés, Utopie sanitaire. Mais bon, voilà, nous revenons donc Nous allons en fait faire un voyage, si vous voulez, dans le temps et dans la critique, puisque célébrer un anniversaire pour MSF, c'est s'engager dans la critique, ça n'est pas faire une célébration, si vous voulez, trop creuse. Je vous invite si vous voulez, à accueillir nos participants, et maintenant je vais demander à la régie technique de mettre le film de Mégo Terzian.
Bienvenue à cette table ronde à l'occasion des 50 ans de Médecins sans frontières. Je me présente, je suis Megardic Terzian, à MSF on m'appelle Mego Terzian. Je suis né au Liban il y a 51 ans. J'ai des origines arméniennes. J'ai commencé à travailler avec Médecins sans frontières un peu par hasard en 94. À l'époque, j'étais en Arménie, donc très peu d'Arméniens parlaient des langues étrangères. Et MSF a insisté que je les rejoins, malgré le fait que j'étais étudiant et je n'avais pas la disponibilité de travailler en plein temps avec eux. Donc, je travaillais avec MSF lors de mes vacances universitaires et je traduisais les guides cliniques et thérapeutiques de MSF pour les médecins arméniens qui travaillaient au Haut-Karabakh, une région qui proclame l'indépendance. Et c'était une zone donc en conflit. Après la fin de mes études, j'ai travaillé quelques années en Arménie dans un hôpital pédiatrique. Je suis médecin pédiatre de formation. Et à la fin des années 90, Médecins sans frontières me propose de partir en mission en Sierra Leone. J'accepte parce que j'étais en faveur des gratuités de soins. Et dans mon hôpital pédiatrique en Arménie, beaucoup de patients ou des mères qui venaient avec leur bébé n'avaient pas la capacité de payer pour les soins. Et on était avec les autres médecins en énorme difficulté. Donc, je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de partir avec Médecins sans frontières et faire la médecine sans être obligé à demander des moyens financiers auprès des patients. C'est pour cela que j'ai vite accepté. Et j'ai donc commencé en tant que médecin pédiatre ma première mission fin 99 en Sierra Leone, dans un district qui s'appelle Moyamba. À l'époque, je découvre que MSF est composé exclusivement par des expatriés français. J'étais le seul avec un collègue éthiopien. On était les deux seuls à ne pas être occidentaux. Vous êtes tous des Français, quelques Américains. Donc, j'effectue 6 mois de mission, très bonne mission. Et ainsi de suite, je continue. Et en parallèle, je vois l'évolution de MSF. Ma deuxième mission, c'était en Afghanistan. Et je découvre petit à petit Médecins sans frontières et l'évolution. Que comment, en étant une petite ONG médicale, on arrive à développer nos actions. On arrive, par exemple, en 2004, on arrive à créer peut-être probablement notre premier hôpital privé à Monrovia, un hôpital général très technique. Euh, et moi, lors de mes 4 premières années, par exemple, je n'avais pas vu ce niveau de technicité dans un hôpital MSF où tout le staff était des salariés MSF et on arrivait donc à faire une qualité en termes de médecine dans cet hôpital, à faire la chirurgie de qualité, à faire la gynéco-obstétrique de qualité. En 2005, pour la première fois, je pars en tant que coordinateur des urgences sur la grosse urgence nutritionnelle au Niger, où MSF, pour la première fois dans son histoire, arrive à soigner en quelques mois du temps 63 000 enfants atteints de malnutrition aiguë sévère. C'était la première fois dans l'histoire MSF où il y avait un déploiement très important pour répondre à cette urgence liée à la malnutrition aiguë sévère. La même année, je pars fin 2005 en tant que coordinateur des urgences, encore une fois, au Pakistan, suite au tremblement de terre. Et c'est la première fois où MSF met en place des tentes gonflables en quelques jours pour commencer à prendre en charge des patients qui nécessitaient la chirurgie traumatologique
dans la zone donc, où on travaillait, dans la vallée de Kagam, au Pakistan. Moi, étant médecin arménien libanais, je ne pensais jamais venir travailler dans le siège de Médecins sans frontières à Paris. Mais par hasard, j'arrive donc début 2006 pour remplacer une collègue qui devait s'absenter pour 2 mois. Donc j'arrive temporairement au siège de Paris en tant qu'adjoint responsable des urgences. Mais finalement, je reste à Paris dans le siège de MSF plusieurs années jusqu'aujourd'hui. En 2010, je deviens responsable des urgences et en 2013, je suis élu pour le premier mandat en tant que président de l'association MSF. Et aujourd'hui, c'est mon 3e mandat qui est en cours et je le terminerai l'année prochaine en juin. Voilà mon parcours à MSF. Aujourd'hui, plusieurs membres issus comme moi du personnel national ont aussi accès à des postes de responsabilité dans notre organisation. Par exemple, 40% de nos coordinateurs aujourd'hui sur les 33 terrains où nous travaillons sont issus des anciens personnels venant notamment de l'Afrique, ce qui est un grand succès à MSF. Aujourd'hui, on est devenu une équipe multinationale où MSF est présent dans 83 pays avec plus que 130 nationalités qui travaillent pour MSF, ce qui n'était pas le cas jusqu'à il y a 20 ans. Moi qui a vécu l'évolution de MSF et a vu comment MSF a évolué aujourd'hui, 50 ans après, je suis très fier d'être membre de cette organisation. Je vous remercie pour l'attention. On peut passer à notre deuxième intervenant, puisque c'est vraiment dans la continuité de ce que vient de dire Mego. Merci. Bonsoir. Donc moi, je vais vous parler de qui est MSF aujourd'hui et de l'évolution des équipes au cours des années. Donc, malgré la diversité de nos équipes sur le terrain, l'image de Médecins sans frontières reste parfois celle de médecins occidentaux, blancs, qui vont soigner des populations en détresse, essentiellement africaines. Mais la réalité n'est plus celle-là. Aujourd'hui, environ 45 000 personnes travaillent pour Médecins sans frontières, dont 40 000 sont recrutés localement dans nos pays d'intervention. Et le personnel international, 3 200 personnes environ, sont pour la moitié originaires de pays du Sud. Alors, quelle a été l'évolution des équipes de Médecins sans frontières ? Donc, jusqu'à la fin des années 80, il n'y avait quasiment que des Français dans une mission de terrain, et les personnels recrutés localement étaient considérés comme des employés et en aucun cas comme des membres de MSF. Ils s'occupaient de la cuisine, du ménage, de la traduction, étaient chauffeurs ou gardiens. À la fin des années 80, début des années 90, des fonds publics nous ont permis d'étendre nos projets médicaux et c'est là que nous avons commencé à employer localement du personnel soignant. En 93-94, c'est la première fois que nous avons expatrié des collègues du personnel national. Donc, c'était une équipe malgache qui s'est rendue au Rwanda où il fallait lancer d'énormes opérations de secours. Mais cette dynamique ne s'est pas poursuivie. Et donc, jusqu'aux années 2000, hormis quelques exceptions, les membres du personnel national n'étaient pas encouragés à postuler à des postes à l'étranger. Et de plus, ils ne pouvaient pas vraiment non plus prétendre à des postes à responsabilité dans leur pays de résidence, en raison d'un préjugé qui était très répandu à l'époque, qui disait que le personnel national ne pouvait se comporter de manière impartiale ou résister à diverses pressions dans leur pays, particulièrement si ce pays était en conflit. Donc, à cette situation, des internationaux en grande majorité occidentaux,
des nationaux qui ne sont pas membres de MSF ne peuvent s'expatrier, occuper des postes à responsabilité dans leur pays. Venaient s'ajouter toutes sortes de lacunes administratives. Mego a parlé du Libéria. Donc, par exemple, au Libéria, en 2003, où j'étais aussi en mission, dans notre équipe, on a des dizaines, voire des centaines de personnels nationaux qui étaient travailleurs journaliers depuis des mois, depuis des années. Et cette situation n'était pas unique. C'était pas une volonté, c'était un manque d'attention, notamment en raison de la guerre. Donc au début des années 2000, le conseil d'administration des responsables des ressources humaines et opérationnelles, ils se sont attelés à faire évoluer cette situation. Et ce que l'on appelait à l'époque la politique du personnel national s'est mise en place. Moi, c'est quelque chose auquel j'ai tout de suite accroché, qui m'a tout de suite séduit avec un esprit pratique, évidemment consciente que la réussite des opérations dépend des personnes. Et 2 objectifs étaient poursuivis dans cette politique. Il y avait une dimension morale, éthique, qui consistait à être un employeur responsable, à donner des conditions de travail correctes aux équipes. Et donc là, on a travaillé sur les salaires, sur les contrats, sur les avantages sociaux. Et puis, il y avait une seconde dimension qui était, elle, plus pragmatique. L'idée, c'était d'avoir les meilleures équipes possibles en rendant accessibles tous les postes de l'organisation et les postes d'expatriés au personnel qui le désirait et qui en avait les compétences. Et non pas uniquement à des Français qui faisaient des missions courtes, qui reprenaient leur parcours médical dans leur pays, etc. Donc ces évolutions, elles se sont faites grâce à des politiques volontaristes, mais aussi à la faveur de crises. Mego a parlé du Niger en 2005. Lors de cette crise, on a été capable de mettre en place des opérations d'envergure grâce à du personnel africain qui a été expatrié et à des cadres médicaux nigériens qui ont été recrutés en nombre. Et donc ces évolutions dans nos équipes, elles ont finalement été surtout possibles grâce à une évolution, dans ce cas-ci, de la société nigérienne et à l'augmentation de personnel qualifié, notamment médical. Donc aujourd'hui, le responsable des opérations dans mon équipe, de nos opérations au Sahel, c'est un infirmier nigérien qui s'est expatrié pour la première fois en 2005. Et le directeur des opérations d'Alima, c'était aussi un jeune médecin nigérien qui a commencé au moment de cette crise nutritionnelle. Bon, les avancées, évidemment, elles n'ont pas été linéaires. Certaines décisions, comme le projet de rémunération internationale en 2010, a créé des inégalités au sein du personnel international. L'idée de ce projet, il y avait une intention sans doute utopique d'équité entre tous les staffs internationaux, et ça se concrétisait par l'idée de rémunérer le personnel international en fonction du coût de la vie dans son pays d'origine. Donc le résultat, ça a été immédiatement que les personnes issues de pays les plus pauvres, et surtout d'Afrique, ont vu leur salaire réduire et être au plus bas de l'échelle, alors qu'en tant que personnel international, ils occupaient exactement les mêmes postes et les mêmes fonctions que d'autres nationalités. Donc à ce jour, nos équipes sur le terrain, elles sont donc essentiellement nationales. Il y a environ 5 à 10% des postes qui sont occupés par des internationaux. Le personnel national est membre de MSF s'il le souhaite. Il occupe des postes à responsabilité. L'accès à l'expatriation est réel, ainsi que l'accès à la formation. J'en ai pas parlé, mais c'était une demande importante pour nos équipes, surtout nationales. Les internationaux, comme je le disais au début, viennent pour moitié de pays du Sud. Et dans l'équipe des opérations au siège, par exemple, sur 24 postes de responsables opérationnels, 11 sont africains. Bon, dans les postes de direction, il y a encore très peu de personnes. Mego est un contre-exemple, mais dans les postes de direction et dans les conseils d'administration, il y a encore peu de personnes qui viennent de notre terrain d'intervention. Quand on regarde la chirurgie qui est faite aujourd'hui par exemple à MSF, même si on a encore un pool de chirurgiens internationaux qu'on mobilise pour les urgences, la plus grande activité chirurgicale d'MSF aujourd'hui, elle est faite par notre équipe de chirurgiens yéménites. Ils sont 18 qui opèrent de très nombreux blessés de guerre. Et notre chirurgie la plus complexe dans l'hôpital d'Amman, la chirurgie de reconstruction, elle est faite par des chirurgiens irakiens et jordaniens.
Il y a toutes sortes d'autres exemples comme ça. On a un hôpital de pédiatrie au Mali, par exemple, avec un laboratoire de bactériologie et qui fonctionne essentiellement grâce à du personnel malien qualifié. Bon, la pandémie de Covid, évidemment, elle nous a montré tout l'intérêt d'avoir des équipes nationales solides, ce qui nous a permis de maintenir nos projets avec très peu de personnels internationaux. Et puis, il y a d'autres exemples aussi. Dans certaines parties du Sahel, on n'y travaillerait pas si on n'avait pas de cadres africains expérimentés. En effet, des groupes djihadistes présents dans le Sahel se sont engagés à la sécurité de nos équipes, sauf s'il s'agissait d'occidentaux, de blancs, pour lesquels ils étaient clairs, ils ne pourraient pas résister à la tentation de kidnapping et donc ils n'en voulaient pas. Bon, ceci dit, il est évident que les inégalités entre le personnel des MSF existent encore. Et avec l'évolution des équipes, il y a de nouvelles questions qui se posent, voire de nouvelles inégalités qui apparaissent. Par exemple, avec la prise de poste à responsabilité du personnel national dans les missions, les différences de traitement entre nationaux et internationaux au même poste sont questionnables. Sont très questionnables. Il y a encore des différences de traitement. Par exemple, les salaires peuvent être différents. Pour les enfants d'un personnel international, l'école sera payée, elle ne le sera pas pour un personnel national. Bon, certaines de ces différences de traitement sont justifiées. On a décidé de dédommager l'expatriation. D'autres le sont nettement moins. Par exemple, il peut y avoir des différences dans l'accès aux soins. Dans la prise en charge médicale, un personnel international sera envoyé à l'étranger si nécessaire, par exemple. Ça, l'accès aux soins pour les équipes, c'est un sujet, c'est un chantier en cours. Il y a une autre question il y a la question du genre aussi qui se pose ou qui se repose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de personnel africain parmi nos équipes internationales, mais parmi ce personnel, il y a très 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 peu de femmes africaines. Donc par exemple, le pool de collègues congolais sont des hommes à 95%. Il y a aussi d'autres questions, comme par exemple la question du repos entre les missions. Donc environ 70% de nos postes d'internationaux, ils sont dans des pays en conflit. Raison pour laquelle régulièrement le personnel international fait des pauses, reprend son travail en France par exemple, avant de repartir en mission, ou profite plusieurs mois du chômage. Et ça, c'est pas possible pour notre personnel africain, pour une partie du personnel africain qui se retrouve à enchaîner mission sur mission, sans pouvoir réellement se reposer. Il y a une autre question aussi qui est importante, c'est la question des abus. On a mis en place, début 2002, une cellule des abus, c'est-à-dire une équipe qui s'occupe des abus sur les biens et sur les personnes. Et jusqu'à aujourd'hui, finalement, cette équipe qui est utile et performante, mais elle permet surtout d'identifier, de faire remonter des abus qui touchent le personnel international et plutôt la hiérarchie haute du personnel national. Et très peu, par exemple, la femme de ménage congolaise ou nos patientes, qui sont par ailleurs les plus vulnérables aux abus. Et je termine par une dernière question qui est un peu différente, mais qui est la question de la participation et de la représentation des patients, de nos patients, dans la gouvernance de MSF et dans les choix de nos projets. On pourrait se demander s'ils vont faire partie de nos équipes, mais on commence à avoir des projets construits avec des représentants de patients ou réfléchis beaucoup plus avec nos patients. Bon, avec du personnel national compétent, on peut se demander s'il y a toujours de la place pour un projet de solidarité internationale. Moi, je pense que oui, pour plusieurs raisons. Je pense que c'est un projet pour lequel il y a encore de l'enthousiasme, qui continue à intéresser et à mobiliser pas mal de personnes. Mais il ne s'agit plus uniquement d'un projet de solidarité nord-sud, hein, avec la moitié de nos équipes et plus qui viennent du sud. Bon, il est évident que dans certains pays comme la Centrafrique ou le Sud-Soudan, par exemple, il manque encore de personnel, il manque de personnel qualifié, et donc l'arrivée d'internationaux reste utile et nécessaire. Et puis la mobilisation rapide de personnel international lors d'urgence a montré aussi plusieurs fois
son utilité et une force de l'organisation. Un autre exemple, au Malawi par exemple, c'est différent, l'intérêt est plutôt l'échange d'expertise. Donc dans notre nouveau projet de prise en charge du cancer au Malawi, le personnel le plus qualifié, le meilleur oncologue finalement du projet, c'est un Malawite. Il opère aussi des patientes qu'on ne sait plus opérer en Europe parce que ces cas-là n'existent plus. Mais MSF amène d'autres choses. On amène par exemple de nouvelles pratiques comme l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le dépistage du cancer, ou alors tout le travail qu'on a fait depuis des années pour identifier des médicaments, et dans ce cas-ci des génériques de qualité et à bas prix. Voilà, ensuite, moi je pense que ça reste très important et apprécié finalement d'être auprès des gens, de voir ce qui se passe. Au Yémen, il n'y a quasiment aucun étranger, il n'y a pas de journalistes. Les étrangers, ce sont des humanitaires ou des forces armées. Et puis, lors de mon expérience chez Alima, ce que j'ai vu aussi, c'est que avec Alima, on travaille énormément avec des collègues nationaux ou des organisations nationales. Et ça m'a montré la possibilité d'augmenter les opportunités en jouant sur plusieurs tableaux, quoi. Il y a beaucoup d'avantages à avoir un cadre du pays dans l'équipe. Mais parfois, ce cadre-là va aussi utiliser le fait d'avoir des internationaux. Je me souviens de l'exemple d'un collègue burkinabé qui me disait que tout se passe, il était responsable du pays, que tout se passait très bien, sauf il m'appellerait si on devait rentrer en conflit avec le ministère de la Santé. Il n'était pas question qu'il se grille les 20 années suivantes dans tous les hôpitaux du Burkina. Donc voilà, donc oui... je pense qu'il y a toujours une place pour un projet je suis certaine qu'il y a toujours une place pour un projet de solidarité internationale, mais ceci à certaines conditions. Un projet de solidarité internationale, ça implique par définition une asymétrie. Et donc cette asymétrie, elle doit être maîtrisée, notamment par une meilleure répartition des pouvoirs et puis par un combat permanent contre les inégalités injustifiées et nouvelles qui arrivent en permanence. Voilà. Merci infiniment. So now we're crossing the Atlantic and actually much of the United States. So Peter, are you with us? Thanks very much for the invitation. It's a real pleasure to be with you. So I just have a few remarks I thought I would share, and I would start by going back to something that Bertrand said at the beginning, just to note that 50 years is a long time in human terms. And it's also a long time in the life of any organization, and it's hard to stay forever young. I encountered MSF about 2 decades ago at the start of the 21st century. And so my perspective is shaped by that era and some of the issues of that time. MSF was dealing with the lingering trauma of the Rwandan genocide and events in the Balkans. There had come the recognition of the Nobel Peace Prize. There was 9/11 and the war, the advent of war in the name of humanitarian values, a new kind of geopolitical terrain to navigate, confusing and disturbing. There were asylum seekers in Europe, increasingly seeking to stay by virtue of medical justification through legal testimony. So MSF was involving itself in that. Increasingly, there were discussions and recognitions of mental as well as physical health concerns in humanitarian settings. And similarly, sexual and gender-based violence had become an issue, in part with the changing demography of the people who made up the organization. And of course, in the early 2000s, HIV/AIDS was the pandemic that people would reference under the term pandemic, and one which was setting in many ways into motion some of the norms of what would come to be called global health. And there were issues surrounding drug equity and pharmaceutical activism that MSF was increasingly involving itself in. And there were stirrings about colonial legacy, which had been present throughout the history of MSF, but
a new level of discussion about questions of who made up the organization, where it was working, what were the relations between different parts of the world that might be reinforced or re-embedded even as MSF sought to oppose them. So questions of decolonization were already then in the air. In short, at the age of 30, MSF was a full-grown and established organization with a lot of money and a lot of bills. And obviously, all of this would continue to grow in ensuing years. But I want to suggest that if we think about it at that moment in time, we could call it in that sense and figure it as a human being, an adult organization. In the early 2000s, there were new technologies which had changed the experience of what work in the field meant, having 24/7 communications, and new regulatory concerns about how you would try and move people and materials across borders. MSF had also been pursuing professionalism. It was much harder to join the organization, and standards were higher and more formalized, for better and for worse, in many ways for better, but this also had effects. And there was an expanding scale of operations. MSF was working around the world on many, many different issues at the same time, most of which were enduring repeated problems: malnutrition, epidemics, disasters, conflicts, things which arrived on a continuing basis. By that time, the organization had a long list of crises to its name, internal crises as well as external ones, and was perhaps a bit less naive, as well as multinational and multilingual. So there was, for me, a lot to learn. And I'd like to make 4 points or discuss 4 things from the perspective of thinking about MSF as a social scientist and as an anthropologist, what was particularly striking about this organization. First, to note that MSF has received a lot of scholarly as well as media attention, and especially in the era I'm talking about, there was a lot of writing in English as well as in French about the organization. And that, of course, then raises the question of why. And I would suggest it's both the penchant for controversies in the organization. MSF was always made for a good story, as well as its relative openness. That transparency, to some degree, has been practiced by MSF throughout much of its history. And while transparency has its own issues and can create its own areas of shadow, for a researcher, it's much, much easier to find out information about MSF than many other organizations. Also, the messy plural structure of the organization was quite well suited and attractive to anthropologists who wanted to pursue ethnography as an approach. It's an interesting organization, and it's one which is constantly thinking about itself and talking about itself reflexively. So in many ways, MSF has come to be overrepresented in the scholarly literature in talking about humanitarianism and even medical humanitarianism. But I suggest it's also because it stands for more than a single NGO, that as a medical humanitarian organization, one which very prominently positions itself as a kind of quasi-organizational doctor for the world, MSF reveals a whole set of issues related to health and preserving life, issues that have grown central to political and moral debates of our time. And I would suggest throughout its history, in a way, it served as a kind of barometer for the prominence of these issues in international discussion. You can go back to HIV/AIDS and think about the question of silence equals death or the war on terror. And in reality, humanitarianism provided a new kind of justification, and the language of health and life-saving came to be a new moral vernacular. The second observation I'd like to make from the perspective of
social science is that MSF has slowly become more socially and culturally aware over the course of its history. At the time I was conducting research, people were talking about the possibility of a first retirement within the organization with a certain degree of wonder because people were getting older. And if you had joined early on, by the early 2000s, you've been a part of MSF, maybe off and on, but you've been associated with it for a long time. Increasingly, people were grappling with problems and issues of family relationships, both connections with people the same age, with children, and also with aging parents and the different kinds of obligations that an individual life might incur. There were questions of burnout and stress, and what does it mean to pursue humanitarian action, not simply as a short-term volunteer, but potentially as a career within a growing industry. And there was a discussion of decolonization in the sense of expanding diversity, as has already been made clear, thinking forward to the present. This was on the horizon, and there were many contradictions which have become increasingly visible in the everyday actions of MSF. And with rising professionalism, there had been concern about proximity to local populations, and also the increasing technical profile of the organization. Were people actually in place when they were seeking to work in place? And from that, you could see a shift to the emergence of perception studies. For the first time, MSF asking the question of how did others perceive them, especially the people they were trying to help, and a recognition there might be other points of view in the world besides that which was personified by this organization. So as well as being studied by anthropologists and other social scientists, MSF started to include social scientists and anthropologists within the organization. The third thing which I would like to mention that relates to that is some of the things that go without saying and serve as assumptions in the background of MSF's work. And because they are all assumptions and they go without saying and they're obvious, people tend not to notice them, and yet they can still be deeply significant. And when you pull the lens back and look from a wider angle, first off, that MSF is a secular organization in the sense of not immediately or directly deriving from a religious tradition, even though there are obvious resonances with the longer legacy of some strains of Christianity and, of course, the Red Cross in the background. And that MSF represents a biomedical view of life, that is, a doctor's view of life, where death is something to be avoided, just as biomedicine does not have much to say about death other than its cause and seeking to prevent it. MSF struggles with aspects of life which are not contained within a living body, and aspects of humanity, human existence, and human care that don't fit within that perspective. MSF also represents, and especially once grown as a mature and adult organization, the routinization of humanitarian aid, that this had become a routine, something which was no longer exceptional or an extraordinary gesture, but rather something which had become a norm, something which could be expected, indeed demanded by people. And of course, this has also come into view in some of the earlier comments, that lives are not equal around the world. While humanitarianism pursues an ethos of equality, at least at the level of life, that all human lives should be equal, the reality, of course, geopolitically is and economically is they are not, that there are different regimes of value which can be attached to life, and humanitarian value is not the only one. Didier Fassin, obviously, and Miriam Tickton and other people in anthropology and in scholarship have written about this as well. And then the last area which I want to mention in terms of thinking about MSF at that moment in time and returning to it 20 years later
is that already it had become clear what medical humanitarianism can and cannot do. As a doctor, MS acting as a kind of medical organization. So doctor, MSF treats people worldwide. It saves many lives, and that's a reality. And it's something that's significant and matters and should not be forgotten. But it also continually faces political limits and economic inequality. And most of the problems it responds to derive from things beyond its capacity to treat. And so while doctors can treat in that sense, or the organization can respond, it cannot simply cure or resolve most of the issues with which it engages. And so also the organization constantly faces the problem of selection, the problem of triage, of what to work on and what not to work on, and how long and to what degree do you engage with any given problem. And so if being sans frontières, the problem before MSF, as I've always seen it, is the question of finding a border, of choosing what will be the border, however reluctantly might come to it, at which point MSF would stop and turn its attention to something else. 50 years is a long time in human terms. If you go back the other direction from 1971, you get to 1921, in the aftermath of the First World War, when the League of Nations was new. The League of Nations now, of course, is largely remembered as a failed experiment, a precursor to the UN, and in that sense, largely forgotten. It no longer makes up a contemporary part of our world. Which brings me to a last point, something to ask, thinking from 30 years to 50 years. Can MSF still imagine a day when no one needs its services? A day when it might go out of business, dying a natural death? What would it mean to imagine MSF as a mortal rather than a permanent institution? And if not, what would it say both about MSF and the world? Thank you. I'll stop there. Thank you, Peter. Now, there's a natural segue when we talk about sans frontierism and finding the borders of MSF. So, Eleanor, please. Thank you. Thank you. It's a profound and daunting privilege to be part of this discussion. So thank you, everyone, for coming along and joining us. In his contribution to the La Mancha Reflections in 2005, Peter, whom we just heard, described MSF's most fundamental ambition as to always maintain the possibility of disobedience, both externally towards systems identified as harmful, and internally, to quote Peter again, to refuse its own institutionalization and reveal a rebellious core despite its extraordinary growth. So what I'd like to highlight today is three broad forms or forums of dialogue that relate to the early decades of MSF, which is the period that I have studied, because I think this notion of dialogue is an interesting way of thinking about one of those key cultures of MSF, that idea of the disobedient or rebellious organization. And I'm interested later on to hear panelists and audience views on how much this culture can be considered a legacy of these early decades and in what way exactly, as it's, I think, one of the, from the outside, again, mostly my position, from the outside, one of the real associations we have with MSF. So the first area I'd like to highlight is MSF's dialogues with other forms of engagement. And the scale for this is really in the larger sense, thinking historically about the emergence and trajectory of MSF and other humanitarian organizations of its generation, the sans frontieristes organizations. In my study, I also looked at earlier forms of engagement amongst French intellectuals, activists, journalists, students, and so on, interested in or committed to what they called at the time the Third World as a revolutionary project. So this is those who are critical of European colonialism, but also of European communism, and who saw the future of the world as bound up in struggles such as that of Vietnam against the US, the Maoist and Cuban revolutions, or the Guevarist call to arms.
these were a disparate set of movements that have tended to get grouped together after their decline as a succession of post-colonial or revolutionary governments came to be recognised as perpetrators of violence and oppression in their own right, and the people who supported them began to revise this engagement. And so I looked at ways that the founding of MSF at the start of the 1970s, so sort of roughly kind of 15 to 20 years, let's say, after those groups or those movements, how that founding of MSF was part of that move from revolutionary politics to ethics-based politics in France, instead of thinking it as a kind of separate and later phase. And so rather than thinking about this as a simple backlash or rejection of earlier forms of engagement, I have argued that this relationship is better understood as a kind of critical dialogue with some continuities involved. And at again, the kind of highest level, part of this is the utopian element of humanitarianism, a kind of substitution almost of sans frontierist idealism for third worldist idealism. At a more concrete level, this relationship is visible in some of the personal trajectories of people involved in MSF's early years who had been politically active in different currents of these third worldist movements. It is visible in some of the political cultures that they brought with them, and it is visible in how some of these individuals, not all, some of these individuals sought to participate in public debates about what the influence of this leftist engagement had been on French understandings of the Third World, and how best to engage with other parts of the world. You would be one of those people, Ronnie. In the 1980s, some of these dialogues led into a position of overt anti-communism on the part of MSF France's leaders in that time, and kind of neoliberal intervention in aid circles at that time. So these are wide-ranging debates that go far beyond the sort of interior circles of the organisation. Arguably, there have been other forms of this sort of worldview dialogue in which MSF or its members have participated. For example, in France since the late 1980s, there have been long-running discussions about the relationship between sans frontierisme and the concept of droit d'ingérence, so ideas more associated with humanitarian action or humanitarian relief, and then militarized ideas of humanitarian intervention. Perhaps thinking much more narrowly, we could also talk about some examples such as the Access campaign, which advocates for access to essential medicines as forms of dialogue with political and economic power. And these examples also remind us that the projects of MSF have long been multiple, despite the image of direct action and emergency medicine with which it is most often associated. So I'd like to turn now to my second area, which is dialogues about the past. Recently, I came across a report examining the composition of NGO governance, which argued that, to quote, governance and mission are interconnected, citing the cases of the ICRC, Caritas Internationalis, and MSF. And it said, during the Biafra War in Nigeria, a few ICRC doctors disagreed that humanitarians should remain neutral in conflict, going on to found MSF with its emphasis on the act of what they translated as bearing witness, in French and inside MSF called témoignage. The report linked this origin story to the MSF movement's current structure, describing how, to quote again, consistent with this, MSF International is organised as an association of regional sections that draws from former staff members and volunteers to fill governing board seats. This brief example is suggestive of how tightly the fabric of MSF's identity narrative has been woven since its original French section was founded in 1971. When expressed institutionally, on MSF websites, in perhaps anniversary videos, it has shaped how others perceive the movement, and perhaps also how its members do. Yet this narrative should not be taken at face value. The organisation's first charter, for example, did not enshrine témoignage as a key principle. But these identity narratives, which are functional and which a lot of organisations share, have also been contested, re-examined, renewed, and repurposed through dialogues within MSF and externally about its history. In the case of the founding story, the supposed breakaway moment during the Biafra-Nigeria War, when the Red Cross doctors take a stand against the silence of the ICRC and found MSFs, there are a few elements that complicate the picture. And this is a very simple version that I'm giving just to give you a sense of kind of how some of these discussions can be unpicked from that founding story. So first of all, there is
little evidence that the doctors who spoke about what they were seeing in Biafra were repudiated by the ICRC. As Marie-Luce Desgrandchamps has written, their articles were in fact reproduced in Red Cross publications. The full package of this founding story, as advocated by one of its most vocal proponents, Bernard Kouchner, was that this breaking away in témoignage was influenced by a desire not to repeat the moral failings of the ICRC during the Shoah. But although rhetorical links between violence against the Igbos in Biafra and the Nazi genocide were common in this period, so late 1960s, the application of this rhetoric to the founding gesture is not really seen until the 1970s, the late 1970s, in the context of the Cambodian genocide. So that link between the ICRC, the Shoah, and then contemporary action is something that actually comes later and becomes a different retelling of that original experience. Thirdly, the idea that there was a genocide in Biafra is highly problematic, to say the least, and the role of the Biafran secessionist authorities in cultivating the view of the conflict as a genocide has been widely recognized. And in fact, the relief effort was instrumentalized by the Biafran leaders to gain resources from the relief effort and ultimately prolong the war. So what we're seeing here is, on some levels, very understandable, but essentially an analytical failure, a mischaracterization of the role of aid within this conflict through the emphasis on the Speech Act rather than the kind of wider analysis. And finally, focusing on Biafra as a genesis moment for MSF overlooks the importance of the emergency in Bangladesh. In 1970, when a cyclone struck on the eve of mass violence and displacement related to what was then the East Pakistan independence movement. Doctors in France who volunteered to go there couldn't make it, and more widely, humanitarian responses to this emergency were severely lacking, contributing to a series of critiques about emergency responses as bureaucratic and ineffectual. This was another extremely important impetus for the founding of MSF, which is left out of that more simple story. These historical arguments matter because they channel ideas about the character and goal of MSF. So the point of talking about this is not so much to establish who is right or wrong about that particular speaking out act or claim, but really to think about how an organization and its culture are formed. And what I take from thinking about this story is that it's a much more complex, a richer and longer process actually than that kind of simple founding. So as going back to that example that I shared with you about the discussion about governance, when we think about these kind of cultures and how they have influenced that formation over time, we still see a link, I think, with the founding years, but how we trace that link is quite different. And of course, there was nothing inevitable or inherent in the way that MSF evolved towards its current structure. And just to quote the study by Laurence Binet and Martin Saulnier about the history of the association, where they write that the evolution of MSF was never carefully planned, and it was not particularly smooth, and it was the result of various compromises between the movement's leaders, their individual agendas, and integrating fait accompli whenever necessary. So a richer process. This brings me to the final area I'd like to highlight, which is the idea of dialogues within MSF. I'm not going to say a lot about this, as I'm not an organizational historian per se, and this is very much an internal question. But if you have a friend in MSF or you've collaborated with MSF colleagues, you will undoubtedly have heard the phrase, "We had an internal debate about that." And these dialogues existed from the early years of MSF France, when there was only one MSF organization, but it was a complex creature made of different cohorts, notably those who'd come out of medical practice and who in some cases drew from the leftist circles I just described, and others who were associated with the medical newspaper Tonus, which had a similar idea about establishing a new organization. And when these different groups came together, Tonus provided funds, media savvy, and other networks for the new initiative. Later, disagreements over media strategy and decision-making saw factional splintering in MSF France, just at the time was achieving a high prominence publicly. The internal dialogues then amplified with the internationalization of MSF in the 1980s. So after MSF France, the first new sections to be established were Belgium, Switzerland, Holland, Luxembourg, and Spain, sort of throughout the first half of the 1980s. This internationalization brought more organizational cultures,
actively cultivated by some and at times contested or resisted by others. For example, these sections have involved different medical conceptions over time, with one of the key cleavages, if you like, being public health, global health versus individualized patient care frames, which was, with the emphasis on the individualized care, one of the discussions in the panel that immediately preceded us today. In the 1980s, the ideological dialogues that I described at the beginning also interacted with some of the very earliest years of this internationalization, producing some disputes about the nature and ownership of MSF's identity and brand. And as the movement has grown, been restructured, how it treats different staff members and whether different structures reflect its claimed values and mission have been recurring themes for internal dialogue, also coming out sometimes publicly, and we've heard some of those developments from Isabel just before. As a result of these dialogues and the action they've supported, as well as larger forces, such as the expansion and professionalization of the aid sector, the movement and staff profile today is very different from the small but growing organization that I studied in the 1970s and 80s. And I know that's something that Ronnie will be able to reflect on in more detail, so I will stop there and hand over to you. Alors, Ronnie, it's all fresh in your memory, so you can engage with that past as if it were yesterday. Oui, Eleanor a abordé plusieurs des points que j'avais déjà en tête pour cette soirée. Disons que j'en traiterai deux, enfin je reprendrai sous l'angle qui est le mien deux de ces points. MSF comme une organisation de guerre froide, puisque je crois le terme n'a pas été prononcé, il me semble donc MSF se situant dans une mouvance antitotalitaire. Alors quand je dis MSF, entendons-nous, je parle de moi à MSF, qui n'était pas sans une certaine influence tout de même sur le mouvement, mais je ne veux pas non plus suggérer que tout le monde pensait de la même façon à MSF, loin de là, comme le disait en souriant Eleanor, on débattait beaucoup, ça veut dire qu'on s'engueulait pas mal, mais qu'il y avait aussi des rapports de force et que ceux qui étaient en situation de direction l'emportaient sur ceux qui ne pouvaient que râler contre la direction sans pouvoir vraiment infléchir la ligne générale. Cette précaution est en fait, donc je rappelle que MSF, enfin la direction de MSF, mais je parlerai de MSF maintenant, se définissait comme se situant dans une mouvance antitotalitaire, ce qui voulait dire que nous n'étions pas neutres dans la guerre froide. Et finalement, une première remise en cause de principes qui devaient ensuite, dans l'histoire de MSF, prendre une importance croissante, les principes dits humanitaires, de neutralité, d'indépendance et d'impartialité, était regardé avec un certain dédain pour nous, et je dois dire que je continue de considérer que cela reste largement vrai. C'était les principes de la Croix-Rouge, dont on peut se demander comment ils ont été mis à l'épreuve, enfin quelle était cette véritable neutralité, mais en tout cas qu'ils ne s'appliquaient pas à nous. Et personnellement, je continue de défendre avec le plus de vigueur possible cette position. En tout cas, dans la guerre froide, nous n'étions pas neutres. L'humanitaire ne se situait pas à équidistance des pouvoirs totalitaires et des pouvoirs démocratiques. C'était, je le dis, à peu près dans les termes que nous utilisions à l'époque dans les années 80, et avec le recul, je continue de penser qu'il y avait un certain sens à dire cela. Autrement dit, cette neutralité pour nous dans le débat politique dominant de l'époque n'avait d'autre sens que celui d'une certaine manière, de capituler devant un adversaire idéologique. C'était à peu près tout. Et d'une certaine manière, j'ai retrouvé dans les usages de la neutralité assez largement cette façon de faire, une façon de se dérober à une situation de conflit qu'il serait plus sain d'aborder clairement. Donc MSF a été une organisation de guerre froide et c'est l'une des différences importantes avec ce qui est devenu MSF ensuite. Non pas qu'il y ait eu des transformations bouleversantes de MSF de ce point de vue-là, mais simplement parce que la guerre froide a disparu.
Et c'est donc dans un tout autre contexte international que nous nous situons aujourd'hui. Je ne veux pas élaborer là-dessus, il y a plein de choses intéressantes qui ont été dites et je me garderai de les compléter. Mais je voudrais revenir à un autre point que Eleanor a abordé, à savoir, disons, ce que j'appellerais, moi, les malentendus fondateurs ou les malentendus de la fondation. À savoir, pour parler des deux événements qui sont survenus avant la création d'MSF, mais qui ont été en quelque sorte les événements fondateurs, à savoir la guerre du Biafra et ce fameux cyclone du Bangladesh. J'ai presque envie de mettre cyclone entre guillemets pour le présenter comme une citation, parce que la question du Bangladesh n'était pas vraiment celle d'un cyclone. Et c'est précisément cette façon très élégante, réductrice, voire comment dire, faussée de la naissance d'MSF qui est en cause ici, à savoir un génocide en cours et la protestation contre celui-ci, la tentative d'utiliser la mobilisation de l'opinion publique, des médias, des décideurs politiques pour arrêter la main du bourreau, donc une sorte de scène idéale sur laquelle on commence à évoluer, et de l'autre, une catastrophe naturelle majeure pour laquelle se sont mobilisés des médecins, sans succès, mais ça n'était pas de leur fait. Ce sont les Indiens qui les ont arrêtés, et ils n'y pouvaient rien. Mais en tout cas, cette mobilisation s'était faite pour secourir les victimes d'un autre mal qui n'est peut-être pas le mal absolu qui est le génocide, mais qui est une sorte de mal qui crée des victimes d'une pureté inquestionnable, à savoir la catastrophe naturelle. Et je vois dans la scène primitive, si l'on veut, de MSF, cette notion de victime pure qui est peut-être la plus trompeuse et la plus perverse, la plus pernicieuse de toutes. Parce que, évidemment, comme dans la réalité, dans le monde tel qu'il va, les victimes peuvent être victimes sans être pures, il y a une ombre qui tombe sur cette situation. Alors, en deux, trois mots, je ne vais pas répéter ce qu'Eleanor a dit, enfin peut-être le dire en termes un peu plus durs, parce que elle a dit un peu à l'anglo-saxonne, de façon un peu arrondie. Le témoignage contre le génocide était la version moderne de la propagande de guerre ou de la guerre psychologique telle qu'elle a été conçue, en gros, depuis les premiers conflits du XXe siècle. Il n'y avait pas plus de génocide que de beurre en branche, si j'ose dire. La preuve est que le jour même où la guerre a été terminée, les biens ont été restitués aux Biafrais qui s'étaient réfugiés à l'extérieur. Aucune mesure de rétorsion n'a été prise contre les insurgés. Bref, c'était une insurrection qui a eu affaire à une forte contre-insurrection. Et d'ailleurs, on peut se demander, ce serait une étude à faire pour, disons, des historiens de la violence, des historiens de la guerre, comment les humanitaires s'inscrivent dans des guerres de contre-insurrection en les qualifiant de génocide pour des raisons qui sont d'ailleurs tout à fait compréhensibles. Elles n'ont rien de ridicule, ces raisons. Une guerre de contre-insurrection cible un certain type de population, prépare des actes de violence qui visent à l'intimider, voire qui visent à la terroriser de manière à éviter la poursuite de la guerre. Et tous ces éléments, on le voit par exemple, enfin on l'a vu dans d'autres circonstances, peuvent évoquer assez rapidement le génocide. Donc quand je parle quand je critique mes prédécesseurs, nos prédécesseurs, pour avoir cru au génocide, c'est avec la facilité de l'après-coup. Et je ne prétends pas que si j'avais moi-même été au Biafra, je n'aurais pas été dans la même trajectoire que ceux qui protestaient contre le génocide. Donc il n'y avait rien de ridicule. C'est pour ça que je parle là en l'occurrence de malentendu. Le problème survient quand, des années après, on continue d'en tenir pour la même version. On continue de penser que sur le moment, on avait absolument raison, alors qu'on a été quand même très activement manipulé. Et quelques mots sur le Bangladesh des origines, enfin le Pakistan oriental, puisque c'était encore une province pakistanaise à l'époque où le cyclone s'est produit, donc à l'été 70. Un cyclone terrifiant, peut-être le plus violent du siècle, donc il a bien existé ce cyclone. Hein. J'ai tout à l'heure eu une formule qui pouvait laisser entendre que c'était une invention, pas du tout.
Bon, je vais le poser, ce truc. Mais ce cyclone a été le déclencheur d'une insurrection qui était déjà en voie de constitution, une insurrection indépendantiste contre le pouvoir central pakistanais, c'est-à-dire contre Islamabad, insurrection qui a été suivie d'une contre-insurrection, d'une violence inouïe, au point que, et ça se raccorde avec ce que je viens de dire sur le Biafra, au point que la notion de génocide pouvait être invoquée. Et aujourd'hui encore, et aujourd'hui depuis plusieurs années, un certain nombre d'actions judiciaires sont en cours de la part de survivants de cette période pour faire reconnaître l'extermination, la destruction de leur famille, de leurs parents, comme se situant dans un cas de génocide. Donc la reconnaissance de cette situation comme étant génocidaire est actuellement est toujours en cours. Or, elle était présentée pendant très longtemps avant que, d'ailleurs en lisant plutôt du côté anglo-saxon, parce que le traitement de cette histoire était beaucoup plus détaillé, je me rends compte de cette séquence cyclone, insurrection, contre-insurrection, génocide, et l'énorme exode qui s'est produit en Inde, 10 millions de personnes qui arrivent en Inde pour se réfugier. Ce n'était pas le cyclone qu'ils fuyaient, c'était bien la répression, les viols, les tortures, les massacres, bref, les atrocités commises par le pouvoir pakistanais. Et c'est d'ailleurs, je le cite au passage, on parlait d'ingérence, la première ingérence humanitaire de l'ère moderne, puisque Indira Gandhi se fonde sur les 10 millions de réfugiés, sur la répression terrifiante qui, dit-elle, n'a pas d'autre équivalent dans le siècle, sauf peut-être celle qu'ont connue les Juifs sous Hitler, donc Goebbels, charbonnier et maître chez soi. Toute la justification de l'ingérence par la passivité face à l'hitlérisme, on la trouve d'abord chez Indira Gandhi, avant de la trouver chez Kouchner, Glucksmann, Revel, etc. Et donc Indira Gandhi envahit le Pakistan oriental, installe la Ligue Awami, Mujibur Rahman à Dhaka, au nom d'impératifs liés à l'humanitaire et aux droits de l'homme. Donc on a vraiment une situation canotique. Et bien tout cela, ça se raconte sous la forme d'une catastrophe naturelle, parce que, évidemment, c'est mon interprétation, après tout, elle vaut ce qu'elle vaut, et elle n'est pas forcément la bonne, mais il me semble que, consciemment ou non, la mise en scène de victimes d'une pureté intacte, intègre, inquestionnable, était finalement en jeu à une époque où, sans doute, les fondateurs de Médecins sans frontières ne savaient pas très bien où ils allaient. Comment le sauraient-ils, puisque MSF était la première organisation de ce genre. Il n'y avait pas d'organisation médicale humanitaire avant MSF. Et donc leur grande idée à ces fondateurs, l'idée force, qui apparaît aujourd'hui comme une évidence, mais comme l'évidence des bonnes idées, au départ, elle n'a rien d'évident. Eh bien, il aura fallu pas mal de temps et d'énergie pour tenter d'imposer. Je dis tenter parce que quand la deuxième génération est arrivée, cette idée n'était pas entièrement imposée. Ce sont les camps de réfugiés qui nous ont aidés à nous imposer, parce qu'ils ont créé ce territoire où l'aide humanitaire et l'aide médicale humanitaire avaient son sens plein, tandis qu'auparavant, ils ne l'avaient pas. Mais en tout cas, ces deux situations ont été constituées de cette manière. Il est dommage que lorsqu'on discute avec certains des fondateurs, ils s'énervent encore à l'idée que la dénonciation du génocide ait pu être simplement un acte de manipulation propagandiste, mais je pense qu'il n'y a pas de honte à ça. Dans la suite, les successeurs des fondateurs se sont prêtés à bien des situations également, donc c'est pas une affaire morale, c'est pas une condamnation morale du tout. Et puis je termine en disant que la principale coupure qui s'est produite, cette période a été évoquée notamment par Peter et par Eleanor, j'y reviens sous l'angle qui me semble, que moi j'ai en tête. Le tournant des années 80-90, il y a trois choses qui se manifestent. D'une part, là je me raccorde à ce qu'a dit Isabelle, d'une part on commence à s'apercevoir de l'existence d'une couche sociale qui n'existait pas lorsque MSF a commencé dans les années 70-80, à savoir des cadres formés sérieusement, et en particulier des cadres de santé
Et c'était aussi ce qui a ensuite permis que ces cadres soient intégrés à l'action de MSF, mais soit nous n'en étions pas conscients, soit nous ne les voyions pas parce qu'ils n'existaient pas, ou très très peu jusqu'alors. Donc ça, c'est un mouvement lent. Je désigne les années 80-90 pour situer une période charnière, mais en fait, c'est évidemment un mouvement continu qui s'étend sur 2-3 décennies. Par contre, les deux autres événements que je vais citer, j'en terminerai là, ce sont évidemment, la fin de la guerre froide, qui a été une période de très grande interrogation pour MSF. Je n'élaborerai pas là-dessus, mais enfin, certains se demandaient si MSF survivrait à la fin de la guerre froide. C'était assez bizarre, parce que nous n'étions pas la CIA ou l'OTAN ou quoi que ce soit. Mais tout de même, il y avait ce côté, fin de la guerre froide, c'est peut-être la fin de la guerre, et la fin de la guerre, c'est la fin des guérillas, des réfugiés, des camps, etc. Bref, de tout ce qui faisait notre pain quotidien, si j'ose dire. Donc il y avait une vague inquiétude chez certains d'entre nous. Moi, j'ai toujours eu confiance dans la capacité de l'homme à s'auto-détruire, donc je n'éprouvais pas cette inquiétude. Mais certains chez nous, plus optimistes apparemment, l'éprouvaient. Et l'autre grande coupure, et là il y a vraiment presque une date pour nous, c'est la guerre de Mogadiscio début 91, où apparaissent les communications satellites portables. Et donc où une autre forme d'organisation induite peu à peu, mais avec le recul de manière vraiment particulièrement flagrante, par la facilité de communication. Aujourd'hui, quand on se déplace sur un terrain d'MSF, on est pourvu de pas moins de 4 ou 5 moyens de communication permanente. Autrement dit, on est littéralement captif de la communication. Et moi, je vois, enfin, la communication a libéré beaucoup de choses, a permis beaucoup de choses. Elle a aussi rendu captif un certain nombre de gens, de choses, de situations. En tout cas, peu importe le jugement positif ou négatif qu'on peut porter dessus, elle a littéralement transformé, je veux dire, la communication au sens physique du terme. Ça a transformé la responsabilité des équipes sur le terrain, les modes de gestion des crises, bref, ça a induit une nouvelle forme d'action sur le terrain, resterait à la caractériser plus. Je dirais pour ma part qu'il s'agit d'une perte sans jugement, encore une fois, d'une perte d'autonomie et d'un décentrement de la responsabilité dans des proportions qui sont, à proprement parler, énormes. Cette autonomie sur le terrain était totale du simple fait qu'il n'y avait pas de communication et que donc toute décision devait être prise localement en fonction de ce que l'on savait, souvent de façon incomplète. Aujourd'hui, le déplacement de cette décision est total et au fond, le lieu de la décision n'existe plus. Il est diffus. Il est partout et nulle part, comme l'univers de Pascal, quoi. Donc, voilà, je m'arrête là parce que ce n'est pas la peine de conclure. Merci. Merci infiniment. Moi, il me semble qu'il y a une partie de l'histoire de MSF à laquelle on fait peu référence, mais qui est quand même une de ses contributions les plus nettes, ça a été le côté logistique, le travail de Jacques Pinel, tous les métiers de la logistique et le côté normatif, dans le sens où MSF a été une formidable organisation pour la production de normes sanitaires, de manuels, de guides, de protocoles. Et ça, je pense que ça n'est pas une histoire ce n'est pas forcément une histoire qui est très romanesque, mais c'est sans aucun doute, de mon point de vue, une des plus grandes contributions de MSF au monde de l'humanitaire. Et ça, je pense que si on le remet dans le contexte de qu'est-ce que c'est qu'un métier de l'humanitaire, un métier de l'humanitaire, ce sont beaucoup de choses, y compris la logistique, y compris des métiers qu'on pourrait dire ancillaires de l'aide humanitaire, mais qui sont des métiers fondamentaux. Et ça, c'est une autre histoire de MSF, c'est une histoire de son apport technologique. Mégo y a fait référence, vous y avez tous un peu fait référence. On pourrait écrire cette histoire de façon un peu différente. On est en train d'essayer de réfléchir à comment écrire l'histoire de la médecine humanitaire de MSF. Donc il y a des sujets de ce genre-là. Oui, peut-être un mot là-dessus. Je pense qu'effectivement, il y a
il y a une histoire à écrire, mais je ne la vois pas du tout comme une autre histoire. D'une part parce que l'invention de la logistique humanitaire, effectivement, donc son grand prêtre était Jacques Pinel, mais la raison pour laquelle Jacques Pinel a été recruté à MSF, c'est parce que nous avions pris la décision de travailler dans des camps de réfugiés, et que dans les camps de réfugiés, par opposition à une situation, disons, plus ordinaire, le quartier d'une grande ville ou une région rurale, tout est à faire. Organiser le transport, l'approvisionnement, la mise en place du stockage de l'eau, le froid pour les vaccins, etc. Donc tout est organisé, alors que quand on est, disons, dans une société plus normale, plus installée, il y a déjà des canaux existants. Là, on démarre à partir de rien. Donc la logistique était tout à fait dérivée de notre décision dans l'humanitaire. Quant aux normes qu'on a mises en place, il y avait déjà des livres de médecine tropicale, il y avait d'excellents ouvrages qui nous permettaient de nous guider. Mais la particularité des MSF, c'était qu'on changeait d'équipe tous les quelques mois. Et que pour installer une continuité dans le travail, une des préoccupations médicales fondamentales, c'est d'assurer la continuité des soins. Eh bien, la continuité des soins, on ne pouvait l'assurer que si on obligeait les médecins qui, comme on le sait, sont des gens très individualistes, toujours convaincus que leurs méthodes thérapeutiques ou les outils chirurgicaux qu'ils utilisent sont les seuls qui sont bons, eh bien, il fallait imposer des normes. D'où cette façon de donner des cadres thérapeutiques, aussi des cadres matériels d'ordre professionnel. Et c'est comme ça que sont nés les guides, dont on a piqué le principe d'ailleurs à Oxfam. On a pris pas mal de choses d'ailleurs à Oxfam Save the Children qu'on a recuisiné à notre sauce. Enfin, c'est comme ça qu'on évolue. On a eu bien raison et c'est comme ça, je pense, que tout le monde doit faire. Mais bref, je voulais simplement préciser que c'était, à mon avis, dans l'histoire telle que, disons, dans la grande histoire des MSF, et pas une histoire séparée, quoi. C'est sur cette note de la grande histoire des MSF, l'anniversaire on va souhaiter un joyeux anniversaire à MSF, 50 ans, trop jeune pour mourir, mais peut-être trop vieux pour le rock'n'roll, c'est peut-être la moralité, enfin certainement c'est ce qu'indiquait Peter dans son analyse. Merci à tous pour être avec nous si tard ce soir. Merci à nos participants.